si je comprends bien, la capacité du corps à se défendre grâce à des défenses naturelles qu'on prendrait à travers la nature et à travers des micronutriments, nous permettra de garder notre système immunitaire, qui est la source d'inflammation, j'imagine aussi, et donc ralentira quelque part notre vieillissement biologique. Est-ce que je comprends bien la logique? On peut en tout cas l'espérer, oui, on n'en a probablement pas des preuves cliniques ou scientifiques, mais ça paraît assez logique parce que si on fait des analogies avec des systèmes mécaniques sophistiqués, ça va être la même chose. Bon, si vous voulez, le vieillissement, c'est quoi? Le vieillissement, c'est une combinaison de 3 facteurs fondamentaux que j'appelle les 3 piliers de la maladie chronique et dégénérative, parce qu'en fait, c'est ça qui accélère le vieillissement. Mais je souligne bien, ce sont des maladies dégénératives qui se développent et qui perdurent pendant qu'on vieillit, mais le vieillissement en lui-même n'est pas une maladie en tant que telle. Il est le cadre de maladies beaucoup plus fréquentes, mais pas nécessairement. Et l'idéal est qu'il faut y échapper. Docteur Mouton, revenons sur les 3 piliers du vieillissement selon vous. Quel est le premier pilier? Alors, le premier pilier, ben, c'est un peu ce que nous sommes en train de débattre ici avec nos exemples, c'est l'inflammation. C'est un fait que quand on se bat contre une infection, on a besoin de créer de l'inflammation qui fait partie de nos défenses immunitaires. La fièvre est le plus puissant moyen antiviral, antibactérien. La fièvre est là pour tuer la bébête. Comme je parle toujours de la bébête, parce que comme il y a toute une gamme de pathogènes possibles, c'est résumé en 3 syllabes. Donc, cette façon de se défendre implique de l'inflammation. D'où ce qu'on vient de dire, c'est vrai que c'est tentant de penser que si on ne s'infecte pas aussi souvent ou aussi gravement, eh bien, on va éviter de s'enflammer de trop. Quel est le deuxième pilier du vieillissement? Alors, le deuxième pilier, c'est l'oxydation. Et l'oxydation est différente de l'inflammation, même si les deux phénomènes sont souvent concomitants. Mais c'est différent. Donc, c'est ce qu'on appelle le stress oxydant, qui est un terme scientifique consacré, mais qui n'est pas très bon parce que les gens pensent que ça a à voir avec le stress tout court, le stress émotionnel ou le stress professionnel, etc. Ce qui n'est pas le cas. Le stress oxydant, c'est l'oxydation. Le mot stress n'apporte rien, mais c'est le mot officiel. Alors, il faut quand même bien le mentionner. Mais parfois, je saute là au-dessus de ça, je parle d'oxydation parce que finalement, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est quoi l'oxydation? Ben, c'est la meilleure analogie que je donne, que je peux donner à mon avis. Il y en a peut-être de meilleures, mais bon, je ne les trouve pas. C'est la rouille. C'est la rouille. Hein. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Comment je peux comprendre ça? L'acier inoxydable, ben, il peut aussi rouiller. Hein. Et c'est une altération de la structure. La structure s'abîme sous l'effet de l'oxydation. Donc, il y a des réactions chimiques qui impliquent évidemment l'oxygène. Bon, un autre exemple, c'est vrai qu'il est pas mal, c'est de couper une poire en deux et de la regarder brunir, mais c'est un phénomène d'oxydation. Donc, c'est la même chose qui se passe, c'est le deuxième pilier du vieillissement, c'est l'oxydation du corps. Oui, et on peut évaluer ça. On a 3 marqueurs tout à fait abordables. Le plus important des 3, enfin, il y en a plus que 3, mais en routine clinique, compte tenu de la facilité des tests et des coûts, etc., les 3 que moi je retiens, c'est l'oxydation du cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol, entre guillemets. Il faut l'avoir à quel niveau? Ben, le plus bas possible. Le plus bas possible. Alors, les laboratoires fournissent des normes.
faut absolument être dans les normes. Et encore, comme souvent en médecine fonctionnelle, les normes, c'est pas tout. Il faut être bien placé dans les normes. Et là, il faut être placé le plus c'est bas, mieux c'est. Donc ça, c'est un. Il y a aussi la myéloperoxydase, qui est un bon outil pour évaluer l'oxydation, qui est un test biologique qui n'est pas coûteux, qu'on peut faire aussi. Est-ce que vous pourriez répéter le mot de ce test pour évaluer le deuxième pilier du vieillissement, qui est l'oxydation? Quel est le deuxième examen? Comment il s'appelle? Donc, c'est la myéloperoxydase. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'oxydation, myéloperoxydase. Mais enfin, l'acronyme utilisé généralement, c'est MPO. MPO. MPO, c'est un marqueur qui permet de voir l'état d'oxydation du corps. C'est aussi un test sanguin. Hein. Donc, les deux sont des tests sanguins. Il y a un troisième test qui est urinaire, que je fais sur les urines de 24 heures. Prélèvement d'urine de 24 heures, qui sont quand même des choses très utiles pour regarder certains paramètres bien précis. C'est la 8-hydroxydéoxyguanidine, 8-OHDG, 8-hydroxydéoxyguanidine, je crois, 8-OHDG. Là aussi, on utilise l'acronyme. Et ça, c'est un test urinaire. Donc, on peut faire un bilan de l'oxydation. Excellent. On passe au troisième pilier du vieillissement. Donc, le premier pilier, je récapitule, le premier pilier, c'était l'inflammation. Deuxième pilier, oxydation, avec les tests sanguins et urinaires qui vont avec, on les a évoqués. Quel est le troisième pilier du vieillissement, selon vous? La glycation. La glycation, c'est-à-dire, plus prosaïquement, la caramélisation de nos structures internes, et elle est symbolisée par ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée ou l'hémoglobine glycosylée, qui en termes de tests de laboratoire s'identifie par l'acronyme HB pour hémoglobine HB, A majuscule, petit b, donc grand H, petit b, grand A, 1, petit c, HB A1C. Vous pouvez mettre toute majuscule ou toute minuscule si vous voulez, c'est connu. Et ça me paraît un test fondamental qui est tombé en désuétude pour des raisons qui m'échappent complètement, je trouve totalement aberrantes, alors que ça, c'est un des piliers de la dégénérescence, et notamment de la neurodégénérescence, puisque l'HbA1c, plus il est élevé, plus on va vers des risques de neurodégénérescence que moi je surnomme, pour alerter les gens, pour vraiment obtenir leur collaboration sur une amélioration de ce paramètre fondamental, c'est la caramélisation du cerveau. Caramélisation du cerveau. Avoir un cerveau qui se caramélise, ou vous préférez y échapper? On n'a pas parlé des examens clés éventuellement qu'on pourrait faire pour mesurer l'inflammation dans le corps. Est-ce qu'il y a des marqueurs qui le montrent? Oui, il y a toute une série de marqueurs classiques qui sont bien connus en médecine générale et que les médecins traitants peuvent parfaitement prescrire, comme la protéine C réactive, CRP, l'acronyme s'utilise évidemment dans le sens de l'anglais, C-reactive protein, la vitesse de sédimentation, le fibrinogène, l'électrophorèse des protéines, où on détecte des augmentations des alpha-globulines, enfin alpha-2, tout ça, c'est des tests classiques. En médecine fonctionnelle, on préfère souvent n'utiliser qu'un test dans l'optique où on veut détecter des inflammations minimes, des débuts d'inflammation qui allongent bas grade. La fameuse inflammation de bas grade. On est bas grade, exactement. Et ça, c'est le USCRP, Ultra Sensitive, ou parfois HS, Highly Sensitive CRP. Donc, ce n'est pas le test CRP, c'est le CRP ultrasensible. Et ça, c'est fascinant parce que vous allez avoir des patients qui vous disent « Ah oui, non, mais moi, je n'ai pas de CRP, il n'y a pas besoin de retester ».
On reteste et on trouve quand même une inflammation de bas grade. Et là, vous allez encore me demander quel est l'objectif, etc. Le plus bas possible. C'est le sœur Goliath qui se fait prier et qui veut absolument participer à l'interview. C'est très bien, très bien. Et cette inflammation de bas grade, c'est assez fascinant parce que je crois que je peux montrer chez beaucoup de mes patients, pas tous, mais peut-être davantage chez ceux qui sont compliants, qui font les efforts, qui changent leur alimentation, etc., on peut montrer une diminution de ce US ou HSCRP sans qu'on ait évidemment utilisé des médicaments anti-inflammatoires. Soyons clairs, les médicaments anti-inflammatoires, les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, augmentent le USCRP parce qu'ils abîment le système digestif, ils augmentent l'inflammation, ils ont un effet anti-inflammatoire de courte durée, de soulagement de symptômes, d'une douleur. On comprend bien leur utilisation ponctuelle. Je ne comprends pas leur utilisation chronique parce qu'en réalité, on scie la branche sur laquelle on est assis. Donc, on peut démontrer par une approche de médecine fonctionnelle, en tout cas cette approche analytique que moi j'utilise et qui inclut les changements alimentaires évidemment fondamentaux, on peut démontrer qu'on diminue cette inflammation. Sur des périodes longues, sur 5 ans, 10 ans, on voit ce HSUS-CRP qui baisse. Il n'y a pas de médicament qui peut faire ça. Aucun médicament au monde ne peut obtenir ce genre de résultats spectaculaires. Donc ça, c'est les protocoles de la médecine fonctionnelle. Oui, c'est le but, c'est de diminuer l'inflammation, de diminuer l'oxydation et de diminuer la glycation. Pour diminuer la glycation, c'est essentiellement alimentaire. Pour diminuer l'oxydation, ça va être très, très porté sur l'écosystème intestinal. Si l'écosystème intestinal s'améliore, en général, on va voir une diminution de l'oxydation, mais il y a beaucoup d'autres paramètres, hein. Évidemment, l'alimentation joue aussi énormément. Et alors, ce dont on vient de parler, c'est la diminution de l'inflammation. Tout ça, on peut le prouver, hein. Et alors, évidemment, moi, le patient idéal, c'est le patient que j'ai pris en charge il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on voit ces paramètres qui s'améliorent sur de longues durées. C'est ça l'anti-vieillissement. Et le vieillissement, non, ce n'est pas une maladie. Docteur Mouton, est-ce que le vieillissement est une fatalité? Oui, bien entendu. Absolument, bien entendu. Mais un bon vieillissement peut être obtenu par une stratégie hautement personnalisée, basée sur une meilleure alimentation, basée sur une hygiène de vie raisonnable, pas parfaite, hein. Il faut quand même aussi s'aménager des loisirs et des plaisirs, mais raisonnable, sans tomber dans des excès. Et alors par ce que j'appelle une médecine fonctionnelle, analytique, où on fait de temps en temps des bilans biologiques assez sophistiqués. On voit tout ce qui est hors norme optimale et on ramène tout ça dans les normes optimales. Ça, c'est un vieillissement maîtrisé, un vieillissement en bonne santé. Vous voyez. Et si vous voulez, la médecine fonctionnelle, c'est la médecine de la santé. Et j'ai beaucoup trop de collègues qui prétendent faire de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Ils ne parlent que de maladies. On ne les entend pas parler de santé. Et c'est une approche marketing, ça. Vous voyez, à chaque minute que nous parlons, nous vieillissons tous les deux d'une minute. Donc ça, est-ce qu'on peut dire, ok, ma question, elle est suivante. Est-ce qu'on peut dire que à partir du moment où on met en place tout un protocole qu'on fait avec vous, avec votre méthode, avec la méthode de la médecine fonctionnelle, le vieillissement devient chronologique et pas biologique. Parce que biologiquement, on n'avance pas vers la mort aussi vite que si on ne suivait pas les préconisations de la médecine fonctionnelle. Est-ce que du coup, c'est
Est-ce que c'est une question de langage dans ce cas-là? Est-ce qu'on ne devrait pas déployer l'autrement? Oui, nous avançons vers la mort, mais si logiquement, si j'ai en place la logique de travail avec un médecin fonctionnel, je la mets pour mourir en très bonne santé et le plus loin possible. Oui, oui, moi ça me va bien. Disons que le vieillissement est inéluctable, mais il faut vieillir en bonne santé. Et il faut rejeter l'idée que le vieillissement nécessairement s'accompagne de maladies. Elles surviendront avec un plus grand risque, bien entendu, le risque s'accroît de manière quasiment exponentielle, mais c'est un risque, il peut être circonvenu, il peut être combattu, il n'est pas obligatoire. Et j'ai quand même pas mal de patients qui prennent de l'âge en même temps que moi, tous au même rythme, hein, je me répète, 1 an chaque année, mais ils ne sont pas malades. Ils ne prennent pas de médicaments à titre chronique. Vous voyez, ils ne dépendent pas de molécules chimiques. Moi, je ne prends pas de médicaments chimiques, aucun. Je n'ai pas de maladie que je sache. Je sens du bois, peut-être que j'en ai une, je ne suis pas encore au courant, que ça se présentera. Mais c'est ça le vieillissement harmonieux en bonne santé. Et tout ce discours, vous voyez, tous les discours, c'est constamment la maladie, l'agent infectieux, les agressions, etc. Mais si on parvient, ce qui n'est pas chose facile et que ça doit se faire avec la collaboration totale du patient, c'est un team entre le médecin fonctionnel et son patient. Si on parvient à mettre en place une bonne stratégie, eh bien, le but est de ne pas tomber malade, de ne pas avoir besoin de médicaments chimiques, en tout cas pas chroniques, parce que moi, je ne suis pas contre les médicaments chimiques ponctuels dont on a besoin pendant une semaine, pendant 1 mois. Bon, là, je suis ouvert d'esprit, je ne suis pas, parce qu'il y a des ayatollahs qui ne veulent pas entendre parler, évidemment, de médecine intégrative. Donc, je ne suis pas du tout contre la médecine intégrative, mais l'intégration étant un petit peu de chimique quand il faut vraiment pour une courte durée, et beaucoup de naturel et de bien manger, de bien dormir. Donc, ça me paraît la façon d'expliquer le vieillissement, mais faire croire aux gens soit qu'ils ne vont plus vieillir, soit qu'ils vont inverser leur vieillissement, qu'ils vont rajeunir, ou qu'ils vont vivre 120 ans, bon, c'est quand même un peu du marketing, voire de l'arnaque. Bon, maintenant, le terme 120 ans, bon, je ne suis pas contre, hein, parce que c'est une espèce comme ça de Graal, mais il faut rester les pieds sur terre et il faut surtout vieillir bien.